Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas. Salut Nicolas, Salut, merci pour l'invitation. avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'est vraiment dédié à toi, c'est le kettlebell sport, donc vraiment ta Oui, spécialité. Et du coup, je vais un peu te poser pas mal de questions autour de cette discipline, un peu pour la découvrir, je pense, pour pas mal de gens, et aussi pour en savoir plus, si ça tente des gens, etc. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter? oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Nicolas Genotte. J'ai actuellement 28 ans, donc je commence à me rapprocher de la trentaine. Euh, je suis athlète en kettlebell sport, athlète élite en kettlebell sport, donc de nationalité belge, Ouais. également sportif, et j'ai une activité sur YouTube. Donc, mon activité, c'est MindFit BXL, où je réalise des podcasts et donne des conseils aussi au niveau santé et performance. Je suis programmateur également pour différents sports et coach sportif en présentiel. Je fais également des formations en ligne avec un collègue ostéopathe. Ok, bah écoute, pas mal de trucs en tout cas que tu fais. C'est Oui, cool. Et du coup, bah, la chose où on va vraiment s'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment le kettlebell sport en particulier. Et du coup, oui. est-ce que tu pourrais, parce que je pense que comme ça, quand on dit le terme, on voit un peu ce que c'est, mais je pense que c'est une discipline qui est pas trop connue, du coup. Et est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement le kettlebell sport et comment du coup tu l'as découvert vu que c'est quelque chose qui est pas encore super connu? Bien sûr. Donc ça fait déjà deux questions. On va essayer de les décortiquer une à une. Ouais. Bien. Alors kettlebell sport, souvent si on tape kettlebell sport ou plutôt Jirevois sport, je pense que c'est pas l'abréviation mais l'appellation russe. Jirevois Girevoy. C'est ce qu'on appelle un dérivé de l'haltérophilie. On dit aussi que c'est un dérivé des arts martiaux, notamment par la transmission de l'autodiscipline et certains mouvements qui font penser aux arts martiaux, mais je préfère l'appellation, enfin plutôt le fait qu'on dise que c'est un dérivé de l'haltérophilie. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on trouve certains noms qu'on retrouve également en haltérophilie avec l'emploi de la barre, notamment le snatch, le clean and jerk, etc., bien que ça s'appelle de manière différente. On appelle ça le long cycle, on pourra peut-être y revenir après. Et à la place d'aller chercher la charge la plus lourde possible sur une répétition, le but est plutôt d'avoir une charge attribuée et faire un maximum de répétitions dans un temps donné avec une ou deux kettlebells. Ça, c'est vraiment pour résumer brièvement la discipline. Après, il y a plusieurs types d'épreuves comme le pentathlon, le semi-marathon, le marathon, etc. On pourra peut-être revenir un peu plus tard en détail pour pas trop s'éparpiller sur cette présentation. Et comment je m'y suis retrouvé, ça c'était ta deuxième question. Hmm. Alors, ça a commencé très brièvement. Donc, moi, j'ai toujours été un fan de sport. Mon papa m'a plongé dans le sport déjà très petit. J'avais quoi? J'avais 4 5 ans. Je me cherchais un petit peu. Il y a eu du judo, il y a eu du karaté. Ouais. Bref, je suis passé d'un sport à l'autre. On peut pas dire du tout que je me suis attardé dessus. Il y a eu un peu de water polo que j'avais bien aimé, sauf que voilà, les trajets commencent à devenir difficiles. Puis il y a eu le basket pendant une dizaine d'années. Là, on a fait champion de la province de Luxembourg en Belgique. Puis on a fait champion de Wallonie universitaire avec la haute école Parnasse-Isei avec l'équipe de basket, puis champion national. Et puis on s'était même qualifié pour les championnats d'Europe en basket. Bon, à ce Ok. moment-là, je ne jouais pas beaucoup. J'étais plus chauffeur de banc. J'avais quand même quelques minutes de jeu, heureusement. Mais sauf que on a manqué de budget. Donc, j'ai commencé à changer de sport parce que le fait est que tu es un petit peu dégoûté de ce qui t'arrive, etc., Ouais. etc. Donc, je me retrouve dans le cross-training avec l'emploi du kettlebell, avec l'emploi, ce qu'on appelle aussi le crossfit. C'était du crossfit, c'est juste qu'on n'avait pas l'appellation. Et puis, donc, il y avait l'emploi de la barre, les mouvements d'haltéro, de power, etc. Et progressivement, en fait, le kettle, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était la diversité de l'outil par rapport à la situation, et c'était le fait aussi que, ben voilà, quand tu as très peu d'espace ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça reste un outil très intéressant Ouais. pour se maintenir en forme. Et puis progressivement, en m'y intéressant, j'ai vu qu'il y avait des Ivan Denisov, Denis Vasilev qui sont les plus connus. Et on dit tiens, il y a une discipline là-dessus, et ça me parlait beaucoup. Et puis de fil en aiguille avec les recherches, en fait, j'apprends qu'il y a
une personne qui fait de la compétition en Belgique, juste une personne qui s'appelle Jean Van Riessel, avec qui je travaille d'ailleurs aussi. Et voilà comment je me suis retrouvé. En fait, j'ai accroché. On a fait une première compétition en 2018 et puis depuis, ça s'est monté crescendo. Ok, ah ouais, donc t'as mis vraiment du temps, on va dire, à vraiment découvrir la discipline. En fait, tu l'as un peu découvert par toi-même, quoi, au final. Oui, j'ai un peu découvert par moi-même. Bah, en fait, si j'avais pas arrêté le basket, j'aurais sans doute jamais découvert. Donc, quelque part, c'était une très bonne chose. Et puis, surtout, ça reste quand même, oui, ça reste une très belle découverte. Je pense que tout arrive pour une raison, Hmm. ou alors c'est fait pour en tirer un enseignement. Et là, c'est plutôt positif vu ce qui m'est arrivé depuis 2018, quoi. Ouais, bah ouais. Et c'est une discipline qui est, on va dire, plus européenne, plus américaine. Tu sais à peu près? C'est une discipline qui ne nie, oui, on peut dire européenne. En fait, c'est une discipline russe à la base, hein. Les origines sont russes, alors Ok, on hésite toujours si c'est russe ou ukrainien, mais on aurait tendance à dire que c'est russe plutôt. ok. Et du coup, maintenant que tu as expliqué un petit peu ton chemin avant d'avoir découvert ce sport, là, tu nous avais expliqué vite fait dans la présentation qu'il y avait une différence entre l'haltérophilie, notamment, c'est qu'on cherchait pas forcément un poids max sur une rep, mais qu'on cherchait plutôt, on va dire, beaucoup de reps, donc de l'endurance. Et Mhm. est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, grosses différences entre le kettlebell sport et les autres sports de force comme bah, l'haltérophilie notamment? Ouais, ou le powerlifting ou autre. Oui, Ouais, bien sûr. En fait, il y a, il y a dans l'appréhension de la discipline, il y a quelque chose qui est différent, en fait, je trouve au niveau mental. Alors là, c'est très personnel, donc ça vaut ce que ça vaut. Je demande vraiment aux auditeurs de prendre du recul par rapport à ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'en power ou en altéro, on a plutôt une appréhension de la charge quand elle est face à soi et qu'on hmm, veut se challenger en se disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à soulever cette charge qui est lourde pour établir potentiellement un record personnel ou un record fédéral ou peu importe. En kettle, la charge, elle est pas, enfin, ça dépend parce qu'il y a des compétitions avec des kettles à 40, comme j'ai eu au mondial en avril. Mais, allez, c'est plus accessible en termes de soulevé. Par contre, le fait d'avoir des répétitions, l'appréhension est différente dans le sens où c'est jusqu'où je suis capable d'aller pour réussir ce que j'entreprends. hmm, Donc, il y a vraiment une appréhension un petit peu différente. Et disons que l'un dépend bah, clairement de la force maximale et l'autre, c'est est-ce que je suis capable de terminer mon effort parce qu'on sent le niveau de fatigue de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on continue et que ça devient vraiment très très difficile mentalement. ok. Ouais, donc c'est vraiment le côté un petit peu mental et comment est-ce qu'on aborde, façon de parler, la performance qui diffère pas mal. C'est en fait c'est ça, c'est que j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la force mentale qui prime. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'en haltéro ou en power, ça ne demande pas une force mentale. Bien sûr qu'il faut une force mentale dans tout type de sport. Ça, c'est évident, surtout quand on vise un objectif. Mais c'est vraiment ça qui se caractérise, en tout cas en kettlebell sport, quoi. Parce qu'il y a des exemples. Je pourrais prendre l'exemple du marathon. Donc en 2019, c'était mon premier titre mondial. Euh, En fait, l'esprit du marathon, c'est que tu pars pour 60 minutes à faire le même mouvement avec le maximum de répétitions possible et tu ne peux pas la poser au sol sous peine de disqualification. Ah ouais, ok. Donc déjà, ça change tout. Souvent, on pense, ah ouais, 60 minutes, mais tu la poses combien de fois au sol? Oui, tu peux changer de main autant de fois que tu veux, mais tu ne peux pas la poser au sol durant ces 60 minutes, quoi. Donc actuellement, j'ai toujours le record en Belgique, c'est 1081 répétitions, j'avais réalisé. C'était 18 minutes à 24 kilos en jeu. Ah, ok, c'était... Et le mouvement, c'est quel mouvement exactement C'est pas point jeté en fait. Donc c'est vraiment euh, Ah, passer, passer ouais, je au-dessus vois. de la tête et retenir tout simplement. Ok, ah oui, oui. Ben, pendant 1 heure en plus, ouais, ça doit être... Ouais. Donc voilà, c'était le premier. Après, il y a d'autres épreuves qui sont beaucoup plus courtes, hein. C'est notamment les IKMF Games où j'ai fini champion 6. C'était cette année. On pourra revenir peut-être sur l'organisation du mondial parce que là, on peut se dire, ah, il est champion dans telle discipline, telle discipline, telle discipline. C'est assez particulier.
Donc, c'est ce qu'on appelle les IKMF Games. C'était une kettlebell en long cycle. Le long cycle, c'est ce qu'on appelle le clean and jerk, en fait, chez nous. D'accord. On se donne autant de fois qu'on veut. On a 10 minutes pour faire le maximum de répétitions possible. Mais là, la kettlebell pèse 40 kilos. Ok. Voilà. Donc, c'est encore autre chose. Mais par contre, là, tu as le droit de la poser au sol, mais tu ne peux pas la reprendre pour continuer. Si tu la poses au sol, tes reps sont comptabilisés, mais ça s'arrête là, quoi. Je vois. Ok. Et du coup, là, donc, tu nous as un petit peu expliqué tout ça. Et justement, est-ce que dans ce sport-là, bon, je me doute de la réponse, mais il faut quand même la poser. Bien sûr. Est-ce que ce sport-là, il y a des catégories de poids, justement? Alors, oui, effectivement, il y a des catégories de poids, donc c'est vraiment comme un sport de force à part entière. Hmm. Ça dépend des fédérations, bien sûr. Chez nous, elles sont distinguées. Il y a les principales, c'est moins de 70, moins de 77, moins de 85 et plus de 85 ou moins de 95. Il faudrait que je me rappelle plus ou moins, mais effectivement, il y a bien des catégories de poids et il y a des catégories d'âge aussi. D'accord. Ok, donc il y a les deux. Ok. Oui. Et est-ce que, vu que toi, tu as déjà préparé bah, évidemment plein de compétitions, etc., est-ce que tu saurais nous dire si la préparation, et là je parle surtout parce que je sais du coup que tu es suivi en diététique, donc forcément t'es forcément passé par là. Ouais. Est-ce que les protocoles, on va dire diététiques, tu saurais nous dire si dans ce sport-là, ils sont assez similaires aux autres sports de force comme l'haltérophilie, les box, les choses comme ça, ou s'il y a vraiment des choses très spécifiques à ton sport? Alors, c'est une question intéressante. Maintenant, je saurais pas trop m'avancer par rapport au powerlifter ou haltérophile parce que je sais pas trop comment ils Ouais, mangent et je pense que manque aussi en Belgique cruellement de connaissances ou soit on manque d'argent pour se permettre des services comme moi je me permets parce que je suis suivi actuellement par Kylian Hagen. hmm, Je suis assez d'argent de côté pour continuer à m'intéresser à ma discipline et donc utiliser ses services. Je pense aussi qu'on manque cruellement d'argent ou alors qu'on n'a pas l'intelligence nécessaire pour se dire il faut vraiment investir dans un diététicien quand on veut aller loin dans un sport. Donc, ce que je peux faire, par contre, à la place de comparer par rapport à un haltérophile ou autre, c'est simplement dire ce que moi je mange et ce ouais, qu'on me conseille de base. Donc, déjà, il y a une dose, ça dépend évidemment de l'effort ou de mes objectifs du calendrier que j'envoie à l'année, mais il y a une dose astronomique de glucides, ça c'est évident. Donc ça, je m'envoie pas mal de glucides, hein, clairement. Là, actuellement, je prépare pour le 8 octobre potentiellement un record du monde. Je commence à appréhender un petit peu, donc je dois préparer un 3 heures en long cycle à 20 kilos sans la poser au sol et je dois essayer enfin, il faut que je le fasse de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le faire. C'est 1875 répétitions à 20 kilos. Donc pour ça, on est en train de monter progressivement les glucides. En moyenne, le matin, c'est 110 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes de confiture, le shake qui va avec, les 10 grammes de chocolat noir, parce que ça, c'est plus un plaisir personnel ouais. sur lequel il a prêté attention. Il y a un fruit qui va avec, souvent c'est une banane ou des myrtilles ou quelque chose comme Hmm. ça. On voit déjà que ça envoie le steak et puis c'est la même chose aussi à 16 heures et on est quand même sur 140 grammes de pâtes le midi et le soir quoi. Ouais, sans Après je dis cas pas de pâtes crues, on est d'accord. ouais, ouais tout à fait tout Ok. à fait Ouais, donc ouais, donc effectivement, il y a. c'est un budget aussi donc ça fait gros l'assiette et je sais que ça peut paraître très brutal vu comme ça mais la dépense calorique elle est tellement énorme que actuellement j'ai à peine pris 1 kilo par rapport à ma dernière compète quoi. Je suis juste au-dessus de 75 quoi. Ouais, bah ouais, en fait, je pense que c'est intéressant que tu nous dises ça parce que vu que c'est un sport qui est catégorisé par poids, etc., et que pas mal de gens font un petit peu les liens avec l'haltérophilie, on pourrait vite se dire Mhm. que c'est vraiment un sport de force pur, en quelque sorte. Ouais, ouais, Alors tout à que fait. vu que c'est vraiment quelque chose où on va chercher à faire un max de reps, etc., en fait, c'est quelque chose, on va dire, qui dépense beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus de l'endurance, en quelque sorte, on pourrait dire. Et Oui, on peut parler de puissance endurance. Hein. Je sais qu'il y a parfois il y a des préparateurs qui vont un peu crisser des dents. Je ne sais pas si le verbe crisser se dit, mais j'espère qu'on s'est compris. Euh,
parce qu'on parle soit d'endurance de force, soit de puissance-endurance. Je pense que puissance-endurance, c'est un terme qui correspond mieux, vu que de toute façon, le but est d'aller chercher le maximum de Ouais. répétitions possible avec une certaine charge. Donc, puissance, Ouais, il force y et a la vitesse, notion de quoi. vitesse, etc., quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a de l'endurance, forcément, c'est lié au temps et l'effort, la prolongation de l'effort dans le temps. Donc, je pense qu'on peut plus parler de ça. Et effectivement, ça fait en sorte d'avoir une très, très grosse dépense énergétique. Et on sait que les glucides jouent un rôle majeur là-dessus. Mm. Donc, dans le même temps, ce qu'il faut prêter attention, c'est que effectivement, je rajoute 10 grammes de noix de cajou, donc ce sont des lipides, mais il faut quand même faire attention au niveau des lipides parce que la digestion joue un rôle important dans ce genre Ouais. d'effort et que ça peut fortement les ralentir, quoi. Donc, ça aussi, souvent, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas toujours éduqué. On met de l'huile d'olive, on se dit ouais, mais pourtant j'ai pas mangé de gras ou quoi que ce soit. Mm. On se tape l'huile d'olive sans se rendre compte effectivement que ce sont des lipides ou autres. Donc tout ça est fait à prêter. Enfin, tout ça doit être pris en compte dans la performance parce que surtout que moi j'ai des soucis de digestion à la base. J'ai une gastrite, donc c'est pas que je dois éviter le café, mais c'est pas conseillé de prendre du café par exemple, comme certains aliments comme la tomate ou quoi. Ouais. Je me l'octroie, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai une diète hardcore, hein. Kylian a super bien fait son travail, il continue de très bien le faire. Mais voilà, je sais que je dois prêter attention quand même à certains aliments, sinon ça risque de perturber mes entraînements, quoi. Ouais, non, mais tu fais bien de le dire, parce que en plus, tout ce qui est digestion, etc., moi j'en parle beaucoup. Il y a la performance, de bien faire attention, on va dire, à aussi quand tu prends ton repas par rapport à ta séance, les aliments que tu mets dedans, ceux que tu préfères, mais tout en restant réaliste dans la quantité, tu vois. Tu fais bien de préciser ça, parce que je pense que on le dira jamais assez, tu vois. Donc, Mais c'est vrai que ça paraît surprenant, tu sais, quand on entend 140 grammes pesés crus et tout, on se dit mais il est fou. Genre, j'ai entendu certains coachs et influenceurs fitness qui conseillaient seulement de manger 30 grammes de flocons d'avoine. Ceux qui écouteront le podcast vont sans doute sourire parce qu'ils savent peut-être de qui je parle, mais t'es là, tu te dis, moi, si je fais ça, je tape une chute, quoi. Vraiment, je m'effondre après 30 bah minutes ouais, 30 d'effort. grammes, oui, c'est vrai que ouais, c'est pas Alors, pareil, on hein. parle d'inflammation de la muqueuse de l'estomac, que l'avoine, c'est mauvais, etc. Je dis, ouais, il y a un moment, il faut aussi aller chercher le juste milieu, quoi. Faut arrêter de dire des choses comme ça, 30 grammes, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec 30 grammes d'avoine Ouais, par jour, quoi, tu c'est vois? ça. Et puis chacun est différent, chacun a sa propre dépense et tu peux pas conseiller comme ça une quantité pour tout le monde, tu vois, sans connaître les C'est personnes. ça. Enfin, oui, oui, totalement. Après, parler probablement de la musculation, mais même pour la musculation, je veux dire, allez, je me suis déjà entraîné avec Joko, avec Kylian, avec des monstres dans le domaine du body, si on peut Ouais. appeler ça comme ça. Je peux te dire qu'ils ne tournent pas à 30 grammes d'avoine, hein, ça Oui, c'est non, mais ça, je certain. me doute, hein, oui. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'entièreté de la question. C'était par rapport au régime, savoir avoir une idée un petit peu de. Ouais, ouais, c'est ça, un petit peu comment se passer la diète derrière pour se préparer, notamment en compétition, pour Ah, oui, pratiquer le sport. juste à l'approche des compétitions aussi, ça c'est important. Donc, Hmm. comme j'ai dit, fais attention aux lipides euh, parce il faut vraiment faire attention à ce que la digestion soit réalisée de manière optimale. Ouais. Éviter qu'on ait des soucis au niveau gastrique, surtout s'il fait chaud en plus. Alors là, c'est le combo explosif. Euh, L'hydratation aussi, on prête attention à l'hydratation. Bon, moi, je fonctionnais principalement avec du Carbonox. Je sais pas si on voit ce que c'est. C'est en fait une boisson glucidique, hein, tout Ouais. simplement pendant l'effort. Et j'attends pas d'avoir soif avant de boire. Hmm. Ça aussi, donc, je gère par petites gorgées à chaque fois ce genre de choses. Oui, souvent il y a une petite montée de glucides qui apparaît, mais ça dépend vraiment du cas par cas en fonction du suivi, de la pesée, de comment je me sens, si on n'en ressent pas le besoin. Voilà, on ne le fait pas, quoi, tout simplement. Ok. Ouais, donc je pense que tu as rappelé les points principaux et puis je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, de mon point de vue. Si j'espère en tout cas. Bah écoute, donc là on a parlé vraiment de la nutrition du coup. Il y avait une autre question que je voulais te poser qui est super intéressante par rapport au sport, à ce sport-là justement. C'est
est-ce que dans ce sport-là, avant de se lancer dedans, imaginons, est-ce qu'il faut avoir en quelque sorte des prérequis pour pratiquer ce sport, vu que je sais, enfin pour avoir vu vite fait, par exemple tes stories quand tu pratiques, etc., vu qu'il y a, on va dire, des positions qui sont assez inhabituelles, et du coup, Ouais. est-ce qu'il faut avoir des prérequis pour ça, ou comment un peu ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est toujours un petit peu compliqué ce genre de questions. T'es très doué pour poser des questions compliquées, faut que je te le dise. J'en discuterai avec Marius parce qu'apparemment t'as fait un podcast avec lui aussi. Euh, Oui. euh, Est-ce qu'il faut des prérequis pour ce sport? Je pense qu'il y a des prérequis d'un point de vue génétique qui vont faire que tu iras loin dans le sport. Mhm. Après, qu'est-ce que ça veut dire aller loin? Ben, compétiter à l'international, le fait que, tu vois, je me suis retrouvé, euh, comment dire, élite au bout de 9 mois, je pense que c'est pas donné à tout le monde. On voit bien que ici, quand on forme les athlètes belges en parallèle, ben, souvent on dit former un athlète élite, ça prend 3 ans. Quand toi, tu te retrouves 9 mois et que tu es troisième mondial au bout de 9 mois sur le podium en Espagne, tu te dis, bon, ok, il y a peut-être des prérequis génétiques qui sont là. Ouais. J'avais 24 ans à ce moment-là, je me dis, c'est quand même particulier, quoi, tu vois. Et puis, il y a de l'adhésion aussi qui fait que, ah oui, j'aime ce sport, Mhm. c'est difficile, mais il m'amène un cadre, on va y revenir après. Maintenant, est-ce qu'il faut des prérequis d'un point de vue physique? Non, on commence tous quelque part, donc la notion de progressivité doit être respectée. Les postures peuvent paraître un petit peu particulières, on joue beaucoup sur l'onté et la rétroversion de bassin, les courbures lombaires aussi, et ça peut inquiéter. J'avais fait un sujet, justement, une vidéo à ce sujet-là sur YouTube. Est-ce que c'est dangereux pour le dos ou pas? Ouais. Je vais traiter la problématique aussi, et puis je sais que pour le moment, il y a aussi la fameuse histoire du dos rond sur le deadlift qui fait polémique, c'est un peu le Oui, en drama ce de moment, l'été. ouais, ouais, clairement, oui. Moi, ça rejoint un petit peu ce mécanisme-là, mais non, il n'y a pas de, pour moi, en tout cas, pour moi, on peut avoir sujet à débat, mais il n'y a pas de mauvaise posture tant que la progressivité est respectée. Si on Mhm. se blesse, c'est qu'on a voulu faire trop, trop vite, après avoir fait trop peu pendant trop longtemps. La progressivité reste la clé dans tout domaine sportif. Et ensuite, forcément, on adapte les charges. Et l'avantage qu'on a dans notre sport, c'est qu'on a ce qu'on appelle un tableau de ranking. Donc, on peut voir l'évaluation des niveaux au fur et à mesure en fonction des charges. Tiens, on estime qu'à partir de tel poids de corps et tel poids de kettlebell, s'il a dépassé cette répétition-là, on appelle ça par exemple le grade rang national. OK, il y a la possibilité peut-être de passer un petit peu plus haut. Il a passé un cap en termes de progressivité. Donc, ça permet d'avoir en fait une marge de progression qui est dessinée. Bien que ça reste simplement un indicateur, Ok. on se l'entend, hein, on peut pas l'appliquer comme ça en se disant ah tant qu'il a pas ça c'est pas bon, Mhm. mais ça reste un indicateur qui est intéressant pour évaluer une progression. Ok. Ouais, je pense que tu as un petit peu tout dit. Mais justement, j'ai posé cette question, et même si ça paraît compliqué, c'était aussi parce que je me doutais que tu allais en parler, mais le côté progression, tu vois, et que même si on rentre dans un sport où, à première vue, on voit des choses qui paraissent dangereuses ou quoi, faut toujours se dire que derrière, il y a eu un travail qui se fait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et que, bah, tu vois, le corps, il s'adapte au final, et enfin, c'est tout un travail, en fait. Donc, Oui, bien sûr. Ben, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que chez les élites, ici en IKMF, il y a plusieurs fédérations. Hein, c'est un petit peu comme le MMA. Euh, mais en IKMF, à l'époque, il y a eu un tableau des rankings qui s'est modifié. C'est que pour être élite, c'était d'office employer une kettlebell de 32 kilos. D'office, si tu soulevais pas 32 kilos, t'étais pas élite. Et tu avais en plus un certain nombre de répétitions à atteindre par mouvement sur une durée déterminée. Et si tu n'y arrivais pas, t'étais pas élite non plus. ok. Donc à l'époque, je me rappelle, moi, je m'étais inscrit pour un semi-marathon. Le semi-marathon, pour être considéré élite, c'était 30 minutes sans poser la kettlebell au sol à 32 kilos. Et quand tu faisais moins de 75 kilos de poids de corps, tu devais faire 300 répétitions. Donc 10 répétitions par minute pendant 30 minutes sans la poser au sol. Ah ouais, ok. Et, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que la vidéo est toujours sur YouTube d'abord. Je pense que j'avais fait 312 ou 313 répétitions et je m'effondre à la fin. Enfin, c'était dingue.
Et maintenant, les choses ont changé. En fait, on a adapté pour avoir davantage d'accès au niveau élite. En fait, c'est que maintenant, on commence souvent à 20 kilos pour les semi-marathons, 18 kilos pour les marathons. Je parle pour la catégorie hommes. Les femmes, je les connais un petit peu moins. Je pense que c'est 16 et 14. Et en fait, on a des points intermédiaires de 2 kilos par kettlebell et ils te donnent un palier de répétition en fonction du poids aussi et de la durée. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais pour 20 kilos, tu veux être élite à 20 kilos. Ok, pas de souci, tu dois faire genre 550 répétitions sur 30 minutes. Si tu prends 24, parce que tu te sens mieux à 24, tu as un rythme un petit peu plus lent, on va dire Ouais. 450 répétitions, etc. Ce qui donne en fait des profils beaucoup plus adaptables. Ça donne accès à beaucoup plus de personnes. Il y a des personnes qui vont dire que, bon, allez, c'est très extrapolé ce que je veux dire, mais qui vont dire ah moi j'ai pas un bon cardio ou quoi que ce soit, mais je me sens bien avec un rythme lent. Ben, ils vont prendre une kettlebell de 36 à 7 répétitions minutes et ils vont tenir les 30 minutes, là où d'autres ne sont pas capables de la prendre. Ils vont prendre 20 kilos, mais ils vont envoyer 15-16 répétitions la minute, par exemple. Tu vois, ouais, ça c'est intéressant en vrai. Bah, les différents profils, entre guillemets, enfin, c'est, ouais, comme tu dis, c'est un peu cliché et tout, mais le fait de dire quelqu'un, je sais pas, il se sent mieux le côté cardio et tout, et quelqu'un, il se sent mieux le côté enfin, en mode un peu bourrin, force et tout, mais des choses plus lourdes, C'est euh, ça, ça c'est c'est ça. intéressant. Ouais. Et ça s'est bien adapté. Après, tu sais, ce qu'il y a de bien, c'est que ça veut dire qu'on fonctionne au coefficient, donc on fonctionne au point. Là, 36 kilos vaut, je sais pas moi, encore une fois, j'exagère, mais il suffit d'aller voir sur l'application IKMF Calculator. Euh, on va dire elle vaut 7 points et la 20 kilos, elle vaut 3 points. Bah, tu sais que voilà, pour battre la personne qui a pris 36, tu dois essayer d'aller Ouais, chercher beaucoup de répétitions. Et après, tu as des grades honorifiques supérieurs au niveau élite. Donc, tu as le titre honorifique Master of Sport qui est, j'aime le comparer à un peu un titre de meilleur scoreur ou quelque chose ok. comme ça. Tu vois, au lutteur de l'année si on fait une comparaison avec le football. Et puis, tu as le titre honorifique Master Sport World Class. Ça, c'est vraiment comme si tu recevais le ballon d'or, quoi, tu vois. Ok. Donc, Ouais, donc donc, ça, c'est bien que la façon l'ait mis en avant parce que ça permet d'évaluer ses critères d'évolution aussi au fur et à mesure de sa carrière, quoi. ouais, c'est bien. Non, mais c'est intéressant que tu nous aies expliqué ça, parce que ça montre que même pendant les compétitions, tu sais, il n'y a pas, on va dire, une règle stricte que tu dois suivre et qu'il y a un petit peu un côté flexibilité pour que davantage de personnes puissent y participer, tu vois. Donc, Bah, ce qu'il y a de chouette, c'est très stratégique en fait. Ça devient plus stratégique que ça n'y paraît. Avant, on se hmm, disait ouais, c'est un qui soulève juste des grosses boules de couleur, tu vois. Et en fait, non, c'est clairement stratégique. Et après, de toute façon, quelque part, ce que je dis, oui, c'est stratégique, c'est évident, mais c'est par rapport à soi parce que tu ne sais pas. Là, quand tu te retrouves sur la plateforme, au final, tu t'es préparé toute l'année, mais que t'aies 10 adversaires ou que t'aies des fois juste un adversaire, ben tu sais pas ce qu'il a fait, donc tu vas faire du mieux que tu peux et puis basta en fait, tu vois. ouais, c'est ça. Et tu vas prendre, donc ça reste quand même très individuel au final. Hmm. Non, mais je pense que tu as eu raison de nous parler de ça. Et justement, bah, je pense que pas mal de personnes t'ont peut-être déjà posé les questions, mais quand tu pratiques ce sport-là, concernant tes entraînements, est-ce que tes Mhm. entraînements, c'est vraiment, enfin j'exagère, mais est-ce que c'est que, mais genre que de la kettlebell, ou est-ce que tu fais, on va dire, d'autres exos, par exemple avec des barres peut-être, ou poids de corps, des choses comme ça? Je rigole parce qu'effectivement, c'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce que je ne fais que de la kettlebell? Et je crois qu'à chaque podcast ou alors que chaque réunion qu'on a fait, c'est à chaque fois est-ce que je fais que ça? Non, je ne fais pas que ça. Mais pour être fort en kettle, évidemment, il faut faire du kettlebell. Donc, il y a des notions de spécificité. Ça reste un atout dans mon entraînement. Hmm. Ça, c'est évident. Je fais pas une fois du kettlebell tous les 10 jours, hein. J'en fais quand même 2-3 fois semaine. Très forte intensité quand même. Enfin, en variant les intensités. Donc, on va dire ouais, 3 fois par semaine plutôt, 3 à 4 fois. Mais j'ai quand même 1 à 2 sessions de renforcement, évidemment, dans la semaine. Ça, c'est certain. Donc, je squatte. En deadlift, je le fais un peu moins parce que la chaîne postérieure prend tellement que c'est déjà complexe. Mais bon, j'ai quand même du good morning. Donc, squat, bench. Après, il y a les compléments aussi, Nordic curl, etc. Pour le Ouais. moment, j'en mange aussi, quoi.
Et, Voilà. et du coup, tout ce qui est renfo, etc., c'est principalement dans un but de prévention de blessures. Ouais. Ouais, Ouais, donc c'est évidemment pour prévenir des blessures. Bon, c'est pas toujours prévenir des blessures, hein, ça voudrait dire qu'on est devin quelque part, mais oui, pour mitiger le risque de blessure. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vu que je suis pas compétiteur en power en plus sur le côté ou quoi que ce soit, euh, moi, il faut savoir que je déteste le front squat. J'ai une horreur de ce mouvement. C'est donc tout ce qui est dérivé aussi, c'est-à-dire poster à la barre et tout, faut m'oublier. Je déteste ça. J'en avais bouffé un moment dans mes programmations. J'ai cru que j'allais tuer mon préparateur. Euh, donc, je back squat pas non plus en high bar pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de faire de la salsa avec mes jambes. Je me sens pas du tout stable. Donc là, pour le moment, je zère sur squat beaucoup et je fais par contre du split squat, forcément en high bar. Hein, ça me paraît aberrant de faire du split squat en low bar, mais bon, après tout, pourquoi pas. Où je me sens beaucoup plus à l'aise. Ce que je veux dire par là, c'est que je squatte, oui, mais je suis pas obligé de faire tel type de squat. On hmm, s'adapte vraiment à ce qu'on fait parce que moi, de toute façon, je dois être bon en kettle, je dois pas être fort principalement en squat. Même si, bien sûr, j'aime le squat de manière générale et que pour amener plus d'adhésion dans un programme, en tout cas, c'est mon cas, tu as envie de voir ton squat grimper, c'est ouais, évident. c'est logique, ouais. J'ai pas envie de rester à un squat à, je sais pas, moi, là, actuellement, mon Zercher, il doit être à 150, Zercher squat. Ouais, entre 150 et 160, à mon avis plus 150, parce que je travaille moins. J'ai pas envie de rester à 150 dans 3 ans, quoi. J'aimerais bien aller chercher 180, 200, quoi. Oui, Donc, oui, oui, tu c'est vois, sûr. c'est évident, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, faut savoir que quand on va dire on met des exercices, même d'un point de vue réduction des blessures, etc., on peut pas se permettre de mettre n'importe quel exercice parce que si, même si on sait que cet exercice-là, il aide par exemple à réduire les blessures, si on voit qu'on fait tout le temps les mêmes répétitions, tout le temps les mêmes charges, etc., au fil des mois, enfin, on va dire pour rester sur le programme et continuer à s'entraîner, c'est Ben, lassant. c'est ça, il faut de l'adhésion. Et puis là, pour le moment, je suis une formation de Mathias. Alors, il me semble que j'avais vu passer dans cette formation-là, c'était la formation sur l'excentrique, que de toute façon, plus tu vas chercher des charges élevées, évidemment, il faut Technique. sans dégradation motrice, Hmm. plus tu vas chercher des charges élevées, moins tu as de risques de blessures quand même à terme. Ton corps se renforce de plus en plus, va Ouais. protéger l'ossature. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que ça peut faire tilter certaines personnes, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois faire des 3 RM toutes les semaines ou des 1 RM toutes les semaines. C'est complètement aberrant. Mais monter progressivement, la surcharge progressive reste une base fondamentale du développement et de l'évolution. Voilà, de toute façon, je ne vois pas le délire de se dire, OK, je reste à 80 kilos, à 8 répétitions à 80 kilos pendant 12 semaines. Il n'y a Non, c'est rien de plus ça. chiant que ça, quoi. Tu vois? Tu peux rester à 80 kilos, mais alors, et le target de viser 20 ou 30 répétitions à la fin de ton cycle. Et ça fait partie d'une surcharge, par exemple, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a Voilà. pas que le poids sur lequel on peut jouer, mais au moins jouer sur les répétitions. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu, que tu nous as expliqué que tu faisais pas que de la kettlebell pour le coup, euh, Ouais. est-ce que tu aurais peut-être des choses à dire, je sais pas, ou peut-être que tu penses avoir fait le tour et il n'y a rien de spécial. Est-ce qu'il y a une préparation, on va dire, physique assez spécifique au sport, ou par exemple, je sais pas, il y a des muscles, on va dire, qui sont vraiment très importants pour le sport, faut les préparer spécifiquement, ou du coup, comme tu avais dit, l'antéversion et la rétroversion, c'est pas mal utilisé, donc est-ce qu'il y a peut-être des mouvements, on va dire, qui sont très conseillés pour les athlètes de ton sport, ou est-ce qu'il y a rien de spécial, on va dire? Euh, il faut un dos solide. Ça, c'est quand même très important. Donc, les patterns de tirage ont leur rôle. Hmm. Faut des jambes solides aussi. Ça, c'est important. Donc, après, ce qu'il y a au niveau de la spécificité, c'est que, par exemple, tu vois, en kettle, souvent, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un dip, un peu comme un haltéro. Et donc, là, il y a une légère flexion, mais c'est pas une flexion complète comme on a sur un squat. Donc, Ouais,
La spécificité du mouvement est là, mais ça ne veut pas dire que derrière, je vais faire que des tiers de squat pour être spécifique à mon sport. Hmm. Donc non, clairement, je fais des squats complets et même quand je me rapproche de la compétition, ça c'est pour mon cas, hein, c'est spécifique à ma personne, je continue les squats complets. Les squats complets me permettant de me dire, ok, ben voilà, le jour où je descends un petit peu plus bas, j'ai pas de risque de blessure parce que j'aurais entraîné mon corps à aller chercher des grandes amplitudes de Ouais. mouvement. Même chose pour la flexion lombaire du Jefferson curl. Oui, j'en mange parce que quand on a le retour du kettlebell, quand c'est 10, enfin, 10, 16, 20 kilos, ça va, tu vois. Mais quand c'est 32, 36, 40, 44 ou des kettles de 48 et que tu dois faire des cleans avec, ta flexion lombaire, tu as intérêt à être préparé, quoi. Hmm. Donc, effectivement, je vais chercher des grandes amplitudes et c'est ça pour moi la spécificité par rapport à mon sport. C'est on en revient à la mitigation du risque de blessure. C'est se préparer à ça et effectivement avoir des jambes solides, un dos solide. J'oserais pas dire mon bench tellement il est pourri. Bon, après, avoir une des gros pectoraux, je suis pas sûr que ça soit vraiment fondamental pour mon sport. Donc voilà. Ouais, c'est surtout, bah, en fait, de ce que tu nous dis, c'est, de toute façon, tu l'avais vite fait dit tout à l'heure, c'est que c'est surtout la chaîne postérieure qui travaille dans ton sport, Oui, principalement. absolument, absolument. Et puis, oui, enfin, c'est la performance, elle est multiple. Hein, c'est encore une fois, j'en viens avec ce débat d'Oron qui m'avait fait beaucoup rire entre Delavier et Geek and Fit. Bon, on sait que c'est eux. C'est toujours une histoire soi-disant anthropométrique, mais la performance n'est pas liée qu'à ça, tu vois. Hmm. Moi, je peux pas dire que j'ai été très gâté au niveau des segments, mais au niveau de mes segments osseux, mais qu'est-ce que c'est ne pas être très gâté au niveau des segments osseux? Pour certaines disciplines, ça va être bien, pour d'autres, ça sera pas bon ou moins bon, et il faudra complémenter avec plus de mobilité de cheville ou autre, par exemple, Ouais, tu c'est vois. ça. Bon, après, moi, là, je m'en sors plutôt bien parce que je fais en sorte de travailler comme je peux, quoi. Hmm. Non, mais t'as raison de toujours rajouter ce petit point. Et du coup, bah écoute, j'en arrive à la dernière question. Euh, Vas-y. c'est, j'aime bien les top 3. Ouais, ouais, bah, je m'en doute, hein, je m'en doute. Et du coup, la dernière question, c'était ton top 3 des astuces, enfin des astuces que tu donnerais à quelqu'un qui se dirait, ah bah tiens, j'aimerais bien me lancer dans cette discipline. Ok. Euh, Là, donc, dans le top 3, je vais dire ça dans le désordre, hein, si tu me le permets. Oui, pas de problème. Euh, Première chose, analyser la discipline parce qu'il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a le pentathlon, il y a le semi-marathon, il y a le marathon, il y a les sprint snatch, etc., etc. Donc, ce qui peut convenir à quelqu'un ne conviendra pas à d'autres. J'en viens donc à dire aimer ce que l'on fait, adhérer à la discipline. C'est pas parce qu'on entend kettlebell sport et qu'on se dit ouais, il fait des semi-marathons pendant 30 minutes, ça doit être chiant qu'il y a que ça. Donc Hmm. vraiment bien analyser, ça c'est la première chose. Donc ça rejoint la deuxième chose que j'ai citée précédemment, aimer ce que l'on fait, ça c'est une priorité absolue. Ça sert à rien de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Tu vas pas faire un sport que t'aimes pas, quoi, tu vois. Oui. Ça me paraît logique. Si tu veux perdurer dans le temps, c'est normal. Hmm. Et la troisième chose, j'aurais tendance à dire, ben, forcément progressivité, on en a parlé, et ne pas confondre, ça rejoint un petit peu la progressivité quelque part, ne pas confondre la différence, enfin, bien analyser plutôt la différence entre le sport santé et le sport compétition. Ouais. Ça, c'est vraiment très important parce que le sport compétition, donc, pour revenir à ce que je disais avec la progressivité, c'est que parfois on a un calendrier où on vient de finir une compète, on a que 6 semaines pour aller chercher un effort avec beaucoup plus de volume et c'est là où on risque de se blesser. Et souvent, on a des clichés ensuite qui sortent en mode ouais, mais c'est pas surprenant, t'as vu sa posture, etc. Ouais, mais il a eu que 6 semaines, il est sorti d'une compétition, il a eu une semaine de deload, il est reparti avec 5 semaines pour passer de, je sais pas moi, 80 répétitions sur un mouvement à un target de 500 reps, Hmm. tu vois. Parfois se dire, ok, le sport santé, c'est complètement différent de ça.
Favorisez la progressivité, n'allez pas trop vite parce que c'est souvent là que ça vient au niveau de la blessure. C'est pas nécessairement au niveau du mouvement, c'est plus au niveau du volume global, des principes de récupération, etc., etc. Voilà. Ok, bah écoute, je sais pas si tu voulais peut-être rajouter un petit point ou peut-être même un top 4, je sais pas si c'est un autre truc comme ça qui te vient. Je réfléchissais à un top 4. Non, je ne sais pas si tu as prévu d'autres personnes d'ici là en podcast. Peut-être qu'on peut conseiller d'autres personnes. Je sais que tu as eu Marius, tu as eu Ouais, Pierre-Élie Bernard. non. Ça peut être intéressant de l'avoir, lui, sur l'analyse du dos. Et peut-être Mathias Soulol et Gaïs Geekenfit. Et pourquoi pas Kylian aussi, si tu n'as pas eu Kylian. Ouais, Gaïs, alors Gaïs c'est prévu avec lui, il faut juste qu'on voit la date. Il y a une histoire Ouais. de date, etc. Kylian, je lui ai pas demandé, et Mathias non plus, donc ouais, en Kylian vrai, est accessible, hein. Kylian est accessible, hein. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, mais c'est quelqu'un qui peut se montrer accessible. Donc, pourquoi pas, quoi. Ça peut être ouais, sympa. ouais, je pense que ça peut être sympa. Ouais, bah t'as raison de m'avoir posé la question, comme ça me donne des pistes. Mais Donc, voilà. voilà, bah écoute, je sais pas si t'avais deux, trois petits derniers mots à dire ou pas. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il y a quand même une chose importante que j'aimerais dire avant qu'on finisse ce podcast. Déjà, Ouais, merci de m'avoir invité. Ça, c'est vraiment super. Merci avec d'avoir plaisir. repris du temps. Et la deuxième et dernière chose, c'est que 18, 19 et 20 novembre 2022, je sais pas quand sortira le podcast. Il sortira Euh, avant, t'inquiète, hein. on organise les championnats du monde pour la première fois de son histoire en Belgique, de Kettlebell Sport, et les entrées seront offertes. Donc, Ah, il y a la possibilité de venir. C'est à Leuze Arena, c'est pas loin de la frontière française en plus. ok, bah écoute, t'as bien fait de le dire, ouais, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un, ouais, carrément. Voilà. Magnifique, c'est parfait. Bah écoute, je te remercie Nicolas en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Merci à toi, c'était super. Ouais, et puis bah du coup je mettrai tous les liens de tes réseaux, etc. Tu me les enverras dans la description du podcast. Super. Et Merci puis beaucoup, c'est cool. avec plaisir. Et puis bah du coup merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.